Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que c'est tout bon de votre côté au niveau du son? Si c'est bon, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Juste pour être sûr qu'on est bon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bah, écoutez, merci à tous d'être présents parmi nous. On attend encore quelques participants. Il y avait à peu près 70 inscrits, donc on sait qu'il y a toujours une petite perte. Normalement, on devrait en avoir au moins 30 à 40. Donc on va attendre 1 ou 2 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, all good, oui c'est bon pour le son, bon magnifique, c'est un bon début. Donc bon, d'abord un grand merci à Thomas et à Cédric, je pense que ça on peut le faire quand même dès maintenant, même si tout le monde n'est pas encore là. Grand merci à Thomas et Cédric d'avoir pris un petit moment pour pouvoir échanger sur ce sujet de lancement de cabinet, un peu un retour d'expérience pour voir comment ça fonctionne en pratique quand on va dans les coulisses de la création de cabinet. Tac, 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 tac. Ouais, on a 24 participants. Bon, ça monte progressivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et moi je m'occuperai de les distiller progressivement au fur et à mesure de l'échange qu'on va avoir avec Cédric et Thomas. Donc ça, bien évidemment, on est complètement ouvert là-dessus. Et si vous avez des remarques même, on prend également, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, 17h02, 24 participants. On a une petite perdition. On va voir si ça arrive. On peut se dire qu'on démarre dans 1 ou 2 minutes. Et puis sinon, les autres, ils prendront en route. Ils pourront pas profiter de tout ce que vont nous raconter Thomas et Cédric. Bonjour Irène et bonjour Médéric. Alors, peut-être ce que je peux faire, moi, dans un premier temps, c'est déjà vous partager le début de la présentation. Voilà, tac. Hop. Hop. Là, vous voyez bien. Ouais, nickel. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer. On va avoir les gens qui viendront, qui se connecteront progressivement. Donc tout d'abord, un grand merci, comme je le disais, à Cédric et à Thomas d'être avec nous. Peut-être en 2 mots, rapidement, vous présenter. On va commencer par Thomas, que je vois à gauche, et après on continuera par Cédric, pour savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, merci Julien pour ton invitation. Effectivement, donc moi, c'est Thomas Mariage. Je suis expert comptable. Ça fait 10 ans que je travaille dans la comptabilité. Et je me situe au niveau de Lille, au nord de la France. Et j'ai pris la décision cette année de lancer mon cabinet, donc qui s'appelle Strat, avec notamment Penny Lane. Et voilà, nous sommes 5 collaborateurs. On accompagne environ 170 clients. Ok, parfait. Et du coup, Cédric. Bonjour à tous, donc, je suis Cédric Alves, expert comptable également. Euh, on a créé du coup le cabinet Rallye Conseil avec François au mois de juin 2021, donc assez récemment. On est basé sur Aix-en-Provence et comme Thomas, on a démarré ex nihilo et notre but étant de continuer notre développement. Et aujourd'hui, on accompagne à peu près 80 clients sur 2 activités différentes et on est 4. Ok, magnifique. Donc déjà, 2 cabinets assez jeunes. Excusez-moi. Qui ont Géographe. démarré 2000. Ouais, c'est pas grave, je suis à la maison. Qui ont démarré en 2021, qui fonctionnent déjà quand même très bien. Développement avec entre 4 5 collaborateurs, c'est
un beau démarrage pour une première année 2021. On espère que ça continuera de la même manière sur 2022. Et peut-être, plutôt que de penser, alors dans un premier temps, l'idée, c'est d'échanger sur un peu la construction, les prémices de cette création de cabinet. À quoi est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qui vous a été utile dans la création de cabinet? Et on pourra finir sur un peu votre vision du cabinet de demain, de la profession et de comment vous essayez d'intégrer au quotidien cette vision que vous avez du futur de la profession. Donc peut-être rapidement, en 2 mots, on a à peu près entre 400 et 500 cabinets d'expertise comptable qui se créent chaque année. Donc on a un marché qui est en croissance permanente. Ce qui est important à avoir en tête, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cet échange avec Thomas et Cédric, c'est que quand on lance un cabinet, encore plus aujourd'hui qu'avant, notamment parce que on a les missions qui se développent, qu'on a, il faut le dire, hein, si on veut être tout à fait honnête, les marges sur la production qui sont moins élevées et des besoins d'accompagnement qui sont plus diversifiés. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester juste sur de la production classique et continuer à se développer comme ça pouvait exister avant. Et donc on doit avoir une approche qui se porte plus comme une entreprise à proprement parler, avec des questions simples qui sont comment se différencier, donc comment se démarquer, quels outils utiliser, comment développer sa clientèle, par quel biais, de quelle manière, et donc avoir une vraie réflexion, une stratégie à mettre en place dans le lancement de son cabinet. L'idée, c'est que du coup, Cédric et Thomas vont nous faire un retour sur 3 grands points qui ont été utiles dans le développement et qui leur ont permis d'arriver aujourd'hui déjà sur des cabinets qui se développent plutôt très bien et en espérant qu'ils deviennent encore plus gros très prochainement. Donc, comme je vous le disais, la genèse du cabinet, comment vous avez décidé de créer, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez créé, quelles questions vous êtes posées quand vous avez démarré. Ensuite, toute une partie un peu outillage. Qu'est-ce que vous avez voulu utiliser comme outil? Qu'est-ce qui a été utile? Peut-être les flops, ça arrive aussi. On a peut-être des outils qu'on a utilisés qui finalement n'ont pas fonctionné ou qui n'étaient pas adaptés à votre mode de fonctionnement. Et après, un peu votre vision sur, j'ai envie de dire, le futur de la profession et surtout comment vous allez appliquer au quotidien ce que vous considérez comme futur de la profession avec vos clients et au sein de votre cabinet. Donc, peut-être si on démarre sur la genèse du cabinet, vu qu'on a démarré par Thomas, là on peut démarrer par Cédric. Au niveau donc de la genèse de ton cabinet, vraiment, c'est quoi les prémices de Rallye Conseil? Qu'est-ce qu'il y a derrière le capot de Rallye Conseil? Pourquoi Rallye Conseil ça a été fait comme ça? Et c'est quoi les premières questions que tu as eues donc avec ton associé François quand vous avez décidé de démarrer votre cabinet? Nous, avec François, on est issus des gros cabinets parisiens, donc on a travaillé beaucoup de temps ensemble chez KPMG, c'est là où on s'est connus. Par la suite, on est parti en fait dans des cabinets un peu plus middle market, toujours placés sur Paris, un peu plus dirigés conseil, audit, et arrivé le moment où on a souhaité créer notre propre cabinet, tout simplement parce qu'on voulait en fait tenter d'avoir un cabinet à notre image, travailler avec des clients qui souhaitent travailler avec nous, et donc en fait choisir nos clients comme on le souhaite. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Ensuite, on avait une autre idée, c'est qu'on a une activité qui est un peu différente entre François et moi-même, puisque François, lui, fait tout ce qui est management de transition, taf part-time, contrôleur de gestion part-time, etc. Et moi, je suis plus sur de l'expertise un peu plus classique, expertise conseil. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter un benchmark, j'ai envie de dire, entre les deux activités et créer un cabinet qui propose 2 activités complètement distinctes. Ça, c'est un peu les prémices de Rallye Conseil. Nous, on avait une volonté qui était assez claire, c'était d'avoir une identité marque assez forte et d'apporter une vraie valeur ajoutée aux clients et pas être uniquement un cabinet d'expertise comptable qui fait les déclarations fiscales et la comptabilité et la mise à jour comptable. Du coup, peut-être là-dessus, alors ce qui est intéressant, c'est que comme tu le disais, vous avez un cabinet avec 2 activités distinctes, mais une seule image de marque, l'image Rallye Conseil. Comment est-ce que vous avez un peu réfléchi à votre approche vis-à-vis des clients pour être capable de leur proposer les 2 activités sous une seule et même entité,
dès le début du lancement de Rallye Conseil? Nous, on a passé beaucoup de temps et on a mis beaucoup d'énergie à tout ce qui est image de marque. Donc, la charte graphique, le nom qui n'est pas choisi par hasard, le logo, les couleurs. Tout ça pour en fait faire directement un cabinet, on va dire, qui semble bien structuré auprès des clients, même si on venait juste d'ouvrir. Et ensuite, au travers de ça, on a directement communiqué sur notre site internet l'ensemble des missions qu'on était capable de proposer, en faisant une vraie distinction entre les deux missions pour montrer clairement qu'on est capable de faire les deux et de façon complètement indépendante. Pourquoi de façon complètement indépendante? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes cibles. Dans le sens où François, sur la partie management de transition, va travailler avec des clients beaucoup plus gros, tandis que moi, je serais plus sur des clients, on va dire, plus petits, sur la PME. Donc, quand on aborde un client, tout dépend si c'est François ou moi qui avons le client. Mais si on parle côté expertise comptable, je fais complètement abstraction de la partie DAF externe. Et à la fin, je lui explique que le jour où la société aura un besoin, nous sommes capables de l'accompagner pour boucher les trous, on va dire, de son manque de personnel ou de son manque de compétences en interne. Et que dans ce cas-là, effectivement, il y a le service de François, qui est un service complètement distinct du cabinet, qui peut prendre le relais avec des missions complètement différentes. À l'inverse, François, quand il rentre dans des missions de DAF externe, une fois qu'il est dedans et qu'il se rend compte qu'il y a un vrai besoin comptable, il essaye, entre guillemets, de me faire la passe décisive et que je récupère la mission comptable au sein du cabinet. Donc, en réalité, il y a une vraie complémentarité entre les deux activités. Ok, donc une image commune, une approche commerciale distincte en fonction des deux activités et des synergies qui se développent progressivement, soit grâce à de la croissance de structures, de sociétés qui commencent à avoir des besoins sur de la DAF, ou sinon, à l'inverse, quand on rentre en DAF et qu'on se rend compte qu'il y a des sujets qu'il faut traiter parce que ça n'a pas été traité ou ça a mal été traité, un apport complémentaire qui peut être fait par la partie plutôt expertise conseil de Rallye. Exactement, c'est exactement l'idée du cabinet aujourd'hui. Ok, alors merci beaucoup Cédric. Peut-être Thomas du coup, Strat, alors petite particularité, il y a deux Thomas à la tête de Strat, donc du coup parfois il ne faut pas se tromper au niveau du Thomas avec lequel on parle. Mais ouais, d'où vient Strat, comment vous avez été créé, c'était quoi votre vision et quels sont les leviers de base que vous avez essayé de mettre en place pour le développement de Strat? C'était à l'instar de Cédric, effectivement. Moi, je viens aussi du monde des bigs, entre guillemets. Et donc, de la même manière, en fait, je réalisais déjà le conseil, la partie plus-value. Je trouve qu'elle était bien gérée, sur ce côté-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment qu'il y avait une opposition dans notre métier entre technologie et humain. Et en fait, c'est ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit qu'on voulait vraiment un cabinet à notre image où la technologie est au service de l'humain, en fait. Vraiment quelque chose d'hybride. Donc, le but de Strat, ça vient de stratégie, le mot Strat. C'est de dire, bah voilà, on ne veut plus être uniquement un acteur déclaratif pour nos clients, pour les entrepreneurs. On veut avant tout être un partenaire stratégique au quotidien pour nos clients. Donc, le but, c'est de se dire, bah, sur la partie productive, maximiser au maximum sur tout ce qui est technologie. Donc, ça peut passer par Payfit, ça peut passer par pas mal de partenaires. Et grâce à ça, gagner énormément de temps sur la partie productive pour pouvoir réaliser un conseil au quotidien et un conseil avisé. Donc, notre stratégie, c'est de se dire, on veut une data fiable et une data instantanée sur la partie productive pour pouvoir réaliser un conseil de meilleure qualité, en fait. Très clair. Donc, allier la tech à l'humain pour gagner du temps. Alors, j'ai Médéric qui demande quel outil Payfit. Non, c'est Payfit. Payfit sur le social, qui est une startup spécialisée. Tout à fait. Ouais, exactement, Payfit. Pour gagner du temps en fonction des besoins des clients. Ok, très clair. Donc, là, c'est la genèse. Donc, on voit deux approches. Alors, un peu différentes, là où l'idée de Strat, c'est vraiment
enfin, et je pense que Rally l'a fait aussi, mais allier la tech à l'humain et focus, on va dire, très tech, accompagnement, conseil, là où Rally a voulu déjà dès le début proposer un peu deux offres de services, une qui allie la tech, enfin les deux allient la tech à l'humain, mais avec des propositions de valeur un peu différentes, soit sur de la DAF en intervention un peu moins complète et plus ciblée, on va dire, que sur la partie comptage, juridique, social, etc. Et une approche un peu plus complète sur des structures de taille moins conséquente. Donc ça, ok. Pour le coup, je me permets de rebondir. On avait, sur le côté expertise comptable, on avait exactement la même idée en fait que Thomas, c'est-à-dire le but c'est on va dire de diminuer l'effort de saisie comptable et de suivi comptable pour justement proposer à côté autre chose. Et c'est pour ça qu'on je pense que on s'est équipé plus ou moins des mêmes outils avec Thomas de manière globale, ou du moins des acteurs similaires. Ok. Alors peut-être ouais, intéressant justement de rebondir là-dessus. Donc là, on a fait rapidement la genèse. Comment à la base vous avez décidé de créer et quel positionnement vous avez voulu mettre en place, chose qui est très importante à avoir en tête pour pouvoir dérouler plus facilement derrière le développement du cabinet. L'autre point qui est assez important, c'est les besoins au sein du cabinet. Une fois qu'on a décidé de se lancer, qu'on sait quel positionnement on va avoir et qu'on sait en gros où on veut aller, il y a la première question, c'est un peu comment on va y aller. Avec aussi bien les différents types de logiciels, avec les moyens de communication. Et donc, la question, c'est de voir quels ont été vos premiers besoins en termes de tech, en termes de partenaires, en termes un peu de commercial, quelle stratégie vous avez eu peut-être dès le début, rapidement en 2 mots. Et après, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur comment ça a fonctionné et qu'est-ce qui vous a permis d'aller aussi vite, parce que mine de rien, vous avez quand même réussi, que ce soit l'un ou l'autre, à avoir un développement de cabinet où aujourd'hui vous êtes entre 4 et 5 en moins d'1 an. C'est déjà une réussite, c'est qu'il y a un développement et qu'il y a suffisamment pour alimenter les collaborateurs que vous avez au sein du cabinet. Et donc, ça veut dire qu'il y a une structure qui a été mise en place, qui permet d'optimiser un peu et qui permet d'allier le développement commercial avec la production et le conseil à apporter aux clients. Peut-être, ouais, Thomas, si tu veux démarrer, on fait une fois sur deux. Ça marche. Non, non, nous, en fait, ça a été vraiment un benchmark un peu permanent. C'est-à-dire qu'on est parti de ce qu'on savait, entre guillemets, selon nous, le mieux faire, quel était notre point fort. Et du coup, c'était plus sur la partie conseil. Et sur la partie production, du coup, on a vraiment essayé de s'entourer au maximum des acteurs technologiques, en fait, du marché pour vraiment s'appuyer sur des compétences qu'on n'avait pas spécialement. C'est-à-dire que, par exemple, sur la partie sociale, où moi, j'ai jamais été gestionnaire de paye, je sais réaliser le conseil courant sur le social, mais sur la réalisation des fiches de paye, etc., ça demandait une acquisition de compétences trop importante. Donc, plutôt que d'acquérir la compétence et de, entre guillemets, investir du temps sur cette partie-là, on a préféré justement partir sur des solutions comme je disais sur Payfit. De la même manière, sur la partie voilà, commissariat au compte, on me le demande souvent et Julien me l'a demandé en interlude en off avant de démarrer, effectivement, c'est la même chose. C'est pas quelque chose que je pratiquais initialement et du coup, je considère que je préfère vraiment m'intéresser sur le cœur de métier et sur ce qu'on peut mieux faire en fait. Ok, top. Et alors, ça, hyper intéressant. Peut-être sur donc l'appel à partenaires très clair. Peut-être sur toi, les outils que tu as décidé de mettre en place dès le début. Je sais que quand on a échangé un peu en amont pour préparer ce webinaire, tu m'as parlé d'outils tels que GetAccept, pour pas les nommer. Je sais plus si tu avais un CRM de ton côté que tu as mis en place. De quels outils tu t'es équipé toi aussi au début ou quels ont été les premiers sujets que tu as voulu traiter où tu t'es dit tiens, il faut que je me pose des questions et que je vois s'il y a un outil qui va m'intéresser pour essayer d'optimiser un minimum les process de ton cabinet quand tu démarres. En fait, la première décision était un échec, ce qui arrive assez souvent. Et en fait, on était parti sur un serveur, pour pas le nommer, OVH avec Outlook, etc., notamment pour la gestion de mail. Et on a vite fait machine arrière pour partir, par exemple, sur la solution de Google.
qui est beaucoup plus agile et qui a permis de se développer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est là où justement on a vu en interne qu'on avait une limite sur la partie, par exemple, informatique pure. Et donc là, on a fait un revirement en un mois, on a tout de suite reviré sur cette partie-là. Tout ce qui est, en fait, la stratégie, c'était de se dire, on part d'une feuille blanche, du coup, autant forcément tout de suite passer au zéro papier, ce qui est un enjeu pour les cabinets qui sont déjà existants, parce que forcément, il faut changer les habitudes, etc. Et du coup, pour partir justement sur une feuille blanche, on s'est dit, zéro papier, la signature électronique, c'est indispensable. On a regardé benchmark assez rapidement, hein, DocuSign et GetAccept. On est parti sur GetAccept. Et en fait, tous ces petits outils, alors effectivement, ça crée un abonnement par-ci, un abonnement par-là. Mais en fait, ça va donner tout de suite une meilleure visibilité au cabinet. Les clients, voilà, vous faites signer vos lettres de mission sur des éléments informatiques, ils reçoivent tout par mail, il y a zéro papier, etc. Vous prouvez, entre guillemets, votre modernité. Et en fait, c'est tout on va dire, un assemblage de petits outils qui va donner une image de marque assez numérique au cabinet. Ok, top. Et alors du coup, du côté de Rallye Conseil, je sais que pour avoir pareil un peu échangé en off, vous avez pas mal réfléchi à ces sujets-là, vous êtes pas mal de questions. Euh, C'était quoi votre vision sur ces premiers besoins, sur les outils de base à utiliser et sur quels sont entre guillemets un peu votre stack de base d'outils et la partie un peu partenaire aussi qui est intéressante, je trouve. Ouais, donc nous, 6 mois avant le lancement du cabinet, le premier besoin qui se faisait ressentir, c'était le logiciel de production comptable. Un logiciel de production comptable, en fait, on voulait quelque chose de différent. Et on a beaucoup benchmarké. Notre but, c'était vraiment de trouver quelque chose qui permette en fait de proposer des tableaux de bord initiaux aux clients. Donc, il y a quelques acteurs sur le marché. On a fait un peu le tour. Ça a été vraiment le besoin premier, même avant même de créer le cabinet. On a commencé à chercher le logiciel comptable. Ensuite, on a eu, nous, un peu comme Thomas, on n'a pas forcément de compétences sur la partie sociale. Et on n'avait pas forcément envie de le faire non plus, hein, ça c'est encore un autre sujet. Donc du coup, on a cherché un partenaire. Nous, on n'a pas pris l'option PayFit, même si on l'avait étudié. On n'a pas pris l'option PayFit. J'ai préféré on a préféré chercher un partenaire très compétent, du moins on l'espère, et quitte à faire très peu de marge sur la partie sociale. En fait, notre but, c'était vraiment de proposer un service de qualité sur ce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'était vraiment la base. Comme le disait Thomas aussi, pour se consacrer vraiment dans notre cœur de métier et pas aller perdre du temps à faire de la recherche documentaire sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, par exemple dans le social ou autre. Donc nous, c'était vraiment une des problématiques chez Rallye Conseil au moment où on a créé le cabinet. Ensuite, on avait, comme je disais tout à l'heure, une très grosse problématique image de marque. Donc, en fait, nos premiers besoins ont été vraiment de trouver aussi une agence de com, une agence pour nous accompagner là-dessus, pour créer vraiment toute la partie stratégie marketing. Ça, c'était très, très important pour nous. Une plateforme de documentation. Pareil, on voulait vraiment pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients sur des problématiques, on va dire, que ce soit comptable, fiscale ou juridique. Donc, du coup, on voulait vraiment une plateforme qui puisse nous aider sur ce sujet. Et la dernière chose, on a aussi mis en place une partie, un CRM. Pour nous, c'était vraiment très important de mettre en place un CRM, tout simplement parce que ça nous permet ça nous permet en fait d'automatiser, que ce soit la lettre de mission, la signature de la lettre de mission. Ça nous permet aussi de se décharger mentalement de toute l'acquisition client, parce qu'en réalité, on s'est très, très, très vite rendu compte que quand vous avez 10, 15, 20 nouveaux clients, nouveaux prospects, parce que ce n'est même pas encore vos clients, qui sont dans votre pipe, dans la tête, ça va, mais au bout d'un moment, on en oublie un, c'est sûr et certain. Donc, en fait, le CRM nous aide du coup, à suivre nos clients, à ne pas oublier de rappeler ce client-là, à se souvenir de la conversation qu'on a eue avec lui au dernier entretien téléphonique ou au dernier visio. Et ensuite, le lien avec le CRM, du coup, nous, on a choisi PandaDoc, qui est en fait notre logiciel de signature électronique, nous permet en fait d'automatiser la production des lettres de mission.
C'est-à-dire que toutes les lettres de mission sont automatisées, elles sont déjà rédigées. Il y a la partie pricing qui se met automatiquement. Elle est envoyée directement par mail au client et pareil pour signature électronique. Tout ça, oui, effectivement, fait qu'on a, comme le disait Thomas, grâce à tous ces outils-là, on a directement eu une image très digitale sans pour autant être inaccessible, on va dire, au téléphone ou en visio. C'est très important de le dire parce qu'on ne voulait pas non plus être apparenté au marché du low cost, entre guillemets. C'était pas du tout le but. Ouais, c'est essayer d'optimiser un peu ce qui est optimisable, quoi. Ouais, Pour gagner du exactement. temps sur Et, certaines tâches assez récurrentes. voilà, et le but, en fait, c'était justement le temps facturable, entre guillemets, il sert à produire de la valeur ajoutée et Ok. pas à faire des lettres de mission ou autre chose, quoi. C'est un peu la vision qu'on avait avec François. Je pense que ouais, sur vraiment les premiers besoins, j'ai fait plus ou moins le tour, mais ça ressemble très, enfin, de façon importante à ce que Thomas a évoqué Ouais. il y a 5 minutes. Il y a une question qui a été posée, qui je pense s'applique à vous deux, parce que c'est vrai que vous avez peut-être des expériences où vous avez eu tendance à avoir des clients plutôt volumineux de par votre historique. Et on a une question qui demande, enfin on a une personne qui demande, comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter en fonction de tout ce qui est livrable, en fonction de tout ce qui est production, et peut-être en fonction même d'accompagnement et de conseil au début, parce que, alors, à vérifier, mais les clients que vous avez, vous, eu au début étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux que vous aviez l'habitude d'accompagner au sein des cabinets dans lesquels vous étiez. Les tailles de clients ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous adapter, on va dire, très rapidement et pour pouvoir répondre aux besoins des clients dès le début, sachant que souvent, quand on démarre, alors ça dépend bien évidemment des structures, mais on a tendance à avoir soit des créateurs, soit des jeunes entreprises qui un peu nous ressemblent, qui sont aussi en démarrage, qui veulent croître. Et c'est pas forcément la typologie de client qu'on a quand on est en cabinet, qu'on est chef de mission, manager. Tu veux que je commence, Julien? Allez, va. Ouais. Oui, c'est exactement ce que tu disais. Nous, au moment où on a créé le cabinet, au moment justement du développement de la stratégie marketing et commerciale, on avait ce qu'on appelle défini nos personas. Et du coup, on était sur des clients qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on pratiquait dans nos anciens cabinets, donc du middle market. C'était vraiment nos personas de base, c'est ce qu'on ciblait, c'est-à-dire que on avait 2 cibles, c'était soit le créateur ambitieux, c'est-à-dire le créateur qui veut vraiment évoluer rapidement, ou soit le chef d'entreprise qui a déjà une dizaine de salariés, qui continue son évolution avec un chiffre d'affaires conséquent, etc. Quand on est arrivé sur le marché, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément comme ça que ça fonctionnait. Effectivement, comme tu le disais, on a ciblé ces clients-là, donc on en a eu quelques-uns, on a eu quelques missions qui ressemblent. Aujourd'hui, on a quelques missions qui sont nos plus gros clients, qui ressemblent à ce qu'on faisait avant. Mais en réalité, en nombre, en majorité, je ne parle pas en montant, mais en nombre, on est plus effectivement sur du créateur, sur de la PME, même si on a automatiquement fait le choix, et ça on l'a gardé, de se dire que si le client n'a aucun objectif d'évolution et qu'entre guillemets, il n'y a aucune chance que ce client devienne un client middle market dans 3, 4, 5 ans, on ne le prend pas. Et ça, sur ça, on a vraiment fait choix radical. C'est-à-dire que tout ce qui est profession libérale, etc., par exemple, aujourd'hui, on ne fait pas au sein du cabinet. Ok. Donc, Voilà, t'es quand même resté, enfin, vous êtes quand même resté dans une approche où vous voulez essayer d'avoir des clients qui ressemblent plus ou moins à ce que vous aviez déjà traité et pas aller sur des typologies de clients, comme tu le dis, peut-être profession libérale que vous n'avez pas eu en expérience, toi et François, pour pas avoir à réapprendre peut-être les montages avec des CL, des SPFPL, etc. etc. quoi. Exactement. En fait, le but, c'est de se dire, la stratégie de base au niveau de l'acquisition client, c'est de se dire que les clients qu'on récupère aujourd'hui en tant que créateurs seront des potentiels middle market, enfin clients middle market dans quelques années.
Ok. et qui, du coup, à un moment donné, répondront à l'accompagnement, auront les mêmes besoins qu'on avait avant. Très clair. Effectivement, si le client ne rentre pas dans cette stratégie-là, sauf si cas particulier, je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, mais généralement, on le réoriente. On lui dit que ce n'est pas avec nous, on ne va rien lui apporter. Et comme tu le disais, si c'est pour perdre du temps entre guillemets, à apprendre des choses sur lesquelles on n'a pas été formé, bon, déjà, on ne va pas être bon. Déjà, on ne va pas être aussi bon que ceux qui font ça depuis un certain nombre d'années. Ouais. En plus de ça, moi, je parle pour moi et je pense que François est aussi catégorique que moi sur ce sujet-là. Ça ne nous intéresse pas forcément. Okay. Forcément, quand ça ne nous intéresse pas, ça ne sert à rien de cibler, de tenter de les récupérer, quoi. Ok, très clair. Alors, du coup, merci beaucoup Cédric. On va passer à Thomas rapidement sur cette question-là qui est très intéressante. Et je vais rajouter une petite question qui a été posée par Gaël et qui je trouve, est intéressante. Alors, je lis un mot pour mot. C'est « Et au début, est-ce que ça vous a pas fait mal au ventre de refuser des honoraires ?» Typiquement en se ciblant. Alors déjà, est-ce que toi aussi tu as eu la même stratégie? Et du coup, si oui, est-ce que ça t'a pas fait mal de refuser des honoraires? Alors, c'est pas tout à fait la même stratégie, mais je rejoins complètement Cédric sur le fait qu'il faut choisir ses clients. Ça paraît bizarre et du coup, je vais répondre à Gaël juste après. Ça paraît fort comme choix, mais on a fait le même choix. Nous, pour notre part, on avait déjà eu de la TPE du fait d'une première expérience. Du coup, j'ai commencé d'abord dans un cabinet régional quelques années avant de partir dans un big. Donc, du coup, cette première clientèle de créateurs, etc., on connaissait en amont, on va dire. Par contre, en fait, notre choix était un peu différent. C'était pas sur la taille qu'on a fait le choix. C'est vraiment en disant, voilà, on veut des clients technophiles, ou du moins qui ont la volonté de partager nos convictions sur le fait que la technologie peut nous aider à aller plus vite. Et du coup, par exemple, sur la communication, sur Penny Lane, on veut communiquer en fait sur la production uniquement sur Penny Lane. Éviter les échanges de mails, éviter de recevoir par exemple des factures par mail, etc. Donc ça a été un choix fort de notre part en disant, si vous n'êtes pas prêt à adhérer à ce système, on va malheureusement vous proposer plutôt un confrère qui sera plus adapté, parce que nous, on fait ce choix de miser sur la partie productive, sur de la technologie. Et pour répondre à Gaël, alors Cédric, coupe-moi si tu n'es pas d'accord, je pense que le meilleur choix en tant que chef d'entreprise dans la vie est de savoir dire non à du mauvais chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, le chiffre d'affaires n'est pas à confondre avec la marge, et vous êtes expert comptable, donc vous le savez autant que moi. Et en fait, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est même un gros chiffre d'affaires, un gros client, mais qui vous demande une telle énergie à vous et surtout à vos équipes, et qu'au final, vous passez tellement de temps sur ce dossier qu'il ne devient plus rentable, et ça devient énergivore. Et c'est quelque chose justement que nous, on pratique, c'est-à-dire voilà, on met en place des outils, des process, etc. Si on se rend compte que le client n'est pas du tout adapté, on revoit avec lui les process, et s'il n'est pas prêt à l'entendre, pas prêt à changer de méthodologie, pourquoi pas penser à le proposer à un confrère. Ok. Complètement d'accord avec Je partage, ouais. Moi, c'est vrai que, alors peut-être j'en profite, mais c'est vrai que pour des cabinets, avec des personnes avec qui j'ai pas mal échangé, des personnes qui ont des cabinets, on va dire, qui ont une dizaine de collaborateurs, c'est vrai qu'ils fonctionnent complètement de la même manière que vous. Tous les ans, ils font une analyse de la marge, globalement, et de la rentabilité des clients, et ils font un choix d'arrêter leur collaboration avec certains clients parce que soit ils sont trop demandeurs, soit ils sont très price sensitive et ils ne comprennent pas peut-être l'apport et la valeur ajoutée de l'expert comptable, et ils préfèrent avoir moins de clients mais avec lesquels ils fonctionnent mieux, quitte à avoir un petit peu moins de volume de chiffre d'affaires avec une marge toujours très correcte, plutôt que de tirer sur la corde et de vouloir effectivement aller un peu dans tous les sens pour simplement développer le chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est des pratiques qui se font de plus en plus et qui sont une stratégie d'entreprise, quoi. Et pour rebondir, il y a aussi quelque chose qui est hyper important selon moi, c'est le facteur humain, c'est-à-dire que c'est des clients qui vont stresser vos collaborateurs et qui vont amener justement un climat néfaste et qui auront tendance à faire partir vos collaborateurs du cabinet. Et ça, je l'ai plus vécu dans mes anciennes expériences.
Mais un seul client, on va dire, qui a de mauvaises habitudes et parfois de mauvaises pratiques peut amener à une démission d'un bon élément, en fait. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ouais. Nous, pour rebondir sur ce que disait Thomas, si un collaborateur se plaint d'un client, on se penche directement dessus. Hein. On réfléchit même pas. On va directement voir pourquoi il se plaint et tenter de trouver des solutions. Et si on se rend compte qu'effectivement, comme le disait Thomas, c'est parce qu'il ne rentre pas dans notre stratégie, on va dire, digitale et même au niveau de nos process, bah, effectivement, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore un an, mais c'est prévu que cet été, avec François, on s'assoit et on redescend les clients un par un et on regarde lesquels on garde ou on ne garde pas. Quoi. Ok, donc une Donc, vision dès le début, ouais, très intéressant. mm, Une vision dès le début du lancement de votre activité, de l'analyse d'un bon client, entre guillemets, et d'un mauvais client en fonction de vos critères, quoi. Digital, qui correspond, qui s'adapte au process, qui n'est pas trop demandeur, ou s'il est demandeur, que ce soit un peu justifié, cohérent, et qui surtout ne mette pas trop de pression sur les équipes. Parce que s'il y a une pression qui est folle, l'objectif, c'est pas que les équipes soient à cran, c'est que ça puisse croître d'une bonne manière, et donc pour ça, il faut que tout le monde fonctionne en bonne entente, quoi. Donc, ok, top, très clair, ça, merci beaucoup. Peut-être, alors Rudy, on a vu ta question sur les premiers clients, on y répondra juste après. Si je repasse sur la partie un peu du coup équipement, outillage, donc on l'a dit un petit peu, important de s'équiper avec des outils, avec des partenaires, donc que ce soit sur de la signature électronique, sur du social si on n'a pas de social, sur de la com, sur du market, et important aussi d'avoir un bon outil de base de production comptable. Euh, Production, collaboration, qu'est-ce qui vous a décidé à utiliser un peu un outil nouveau qui n'existe pas depuis aussi longtemps que certains, mais qui peut-être correspond plus à vos besoins, à vos critères? Donc, quels ont été plutôt, si on prend un peu de recul et qu'on se met dans la position où vous étiez au début, avant de faire votre choix, quels ont été les critères pour choisir votre outil de production comptable et en quoi il était intéressant avec votre stratégie d'entreprise qui est sur la digitalisation, l'optimisation des process, le conseil client, etc., etc. Si on démarre, tu veux démarrer, Cédric? ouais, allons-y, allons-y. Nous, quand on a commencé à chercher avec François, du coup, le logiciel de production comptable, moi, je sortais en fait de mon ancien cabinet dans lequel on avait Cégide, pour ne pas le citer, sûrement un Cégide mal paramétré, ça je ne dis pas le contraire, mais un Cégide qui m'en a fait voir toutes les couleurs pendant 4 ans ou 5 ans. Et du coup, je ne voulais plus de ça. Je voulais plus de ça et je voulais en fait quelque chose de complètement différent, quitte à essuyer les plâtres dans un premier temps. On n'avait pas de problème avec ça à partir du moment où on savait que ça allait évoluer, que le logiciel allait évoluer et qu'il allait nous proposer autre chose qu'aujourd'hui les logiciels de production ne sont pas capables de proposer. Ça, c'était déjà le premier point. Nous, on avait une vraie volonté de trouver un logiciel comptable qui nous permette en fait de proposer des tableaux de bord, on va dire, initiaux à nos clients. Pourquoi? Parce que on est parti du principe où, si on reste toujours dans notre cible middle market, on va dire à terme, si le client ne s'intéresse pas à ses chiffres, si le client ne s'intéresse pas à sa donnée financière, il ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'en fout complètement, je vais prendre des mots un peu plus forts, mais il s'en fout complètement de notre partie de travail. Et j'ai envie de dire, si notre but, c'est de lui vendre du conseil, si le mec n'est pas capable d'analyser les chiffres, comment voulez-vous lui vendre du conseil? C'est limite impossible. Nous, on est parti de ce constat-là. C'est pour ça qu'en fait, on a la volonté que tous nos clients passent sur Pennylen, en l'occurrence, pour justement proposer ce type de tableau de bord initiaux. Et du coup, le sensibiliser, on va dire, à l'analyse financière. Ça, c'était vraiment très important. Et ensuite, on avait une deuxième problématique qui est un peu différente on a déjà discuté plusieurs fois avec Julien, c'est que nous, comme on avait notre cabinet qui n'était pas encore créé, qu'on était en poste chacun de notre côté, on n'avait pas forcément le temps de se former sur un logiciel d'expertise comptable. Et du coup, on cherchait justement des logiciels qui n'étaient pas consommateurs de temps en pleine période fiscale pour nous apprendre à l'utiliser et des logiciels, on va dire, assez intuitifs. Et
pour avoir du logiciel intuitif, il faut, à mon sens, se concentrer sur les nouveaux acteurs du marché de manière globale, qui sont en fait des logiciels qui partent de zéro et qui forcément vous proposent une utilisation plus simple que les éditeurs historiques. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, Julien, mais du moins, voilà pourquoi on est parti sur un logiciel, on va dire, un peu innovateur. Ok. Donc simple d'utilisation, ou du moins facile à prendre en main, Ouais, assez rapide, et en phase avec, en gros, ta stratégie de digitalisation de ta relation avec les clients, quoi. exactement. C'était vraiment les points principaux. Et, euh, et aussi avoir un outil, parce que généralement, on avait le combo Dext, logiciel de production, on va dire, avec l'OCR, etc. Nous, on voulait un outil qui faisait un petit peu tout en un. C'était Ok, un peu le but. top, très clair. Thomas, de votre côté, quelle était votre vision quand vous avez décidé, enfin quand vous avez fait le choix de votre outil, qui est un peu quand même l'outil central du cabinet, mine de rien, l'outil de production comptable, parce que c'est là où on passe pour les collaborateurs, même pour les experts comptables qui revoient les dossiers une bonne partie de la journée. Euh, ouais, c'était quoi les points clés, les enjeux qui vous ont décidé? Ben, en fait, effectivement, je pense que c'est le premier choix fort de l'ouverture d'un cabinet. C'est le choix presque le plus stratégique qui doit être fait en termes d'outils, forcément, parce que ça va nous accompagner, comme tu disais, au quotidien. Nous, on a fait un benchmark, on a tout regardé, enfin, tout, c'est un grand mot, mais on a quand même vraiment regardé au maximum avec des méthodes différentes. Effectivement, nous, dans les Hauts-de-France, il y a un acteur, c'est RCA, mon expert en gestion, qui est assez développé. Et ce qu'on voit souvent, donc nous aussi, enfin moi aussi, j'ai eu la chance de travailler sur ces Cégide pendant pas mal de temps. Et effectivement, ce qu'on voit généralement, bah, c'est une brique avec une vue dirigeant qui est couplée avec un acteur historique, c'est Gide, Cador, et c'est ce mélange-là qui doit faire, entre guillemets, tourner les dossiers. Et nous, effectivement, on s'est dit, bah, on veut une plateforme tout en un. Donc, il y avait le concurrent qui est Time et vous-même, et Penny Lane. Et le but, ça a été de benchmark un peu bah, les qualités de chacun. Nous, ce qui a fait vraiment pencher la balance, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On s'est dit, on veut la meilleure vue pour le dirigeant. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'effectivement, ça serait la vitrine, entre guillemets, du cabinet, que s'il y a une partie un peu plus complexe en termes de production, de productivité de notre côté, bah, on allait savoir la gérer en interne, pourquoi pas en faisant, entre guillemets, des compléments de notre côté, des efforts. Mais on s'est dit, la vue client, elle doit être, entre guillemets, parfaite, c'est-à-dire vraiment le plus proche possible de ce que nous-mêmes on aimerait pour justement attirer le client et le faire participer dans les efforts de la productivité, mettre ses factures, réaliser la facturation sur la plateforme. Et du coup, ce qui a mieux répondu à notre besoin, c'était Penny Lane. Donc ça, c'était pour, on va dire, le choix technique. Et pour le choix du chef d'entreprise, du coup, que je suis devenu, c'était de me dire qu'en fait, si je prends un acteur comme Cégide ou Cador, on doit faire un chèque immédiat. Et au final, c'est un coût pour le cabinet. Alors qu'au final, s'appuyer sur une plateforme comme Penny Lane, c'est du variable. Je me suis dit, si j'ai pas de dossier, bah, j'ai pas de cost lié au logiciel comptable. Et du coup, ça m'a pas mal rassuré. Je me suis dit, ben, effectivement, pourquoi pas partir sur ce modèle-là. Ok, intéressant. Donc toi, en gros, tu as trois points clés, si je récapitule. Alors, je grossis, hein, mais c'était un outil idéalement tout en un et pas juste une connexion de deux interfaces. Le deuxième point, c'était un dirigeant qui peut s'impliquer dans la collaboration avec le cabinet. Et troisième point, mine de rien, effectivement, idéalement du coût variable, pour que ben, si le développement ne se passe pas comme prévu, tu n'aies pas à supporter un coût trop conséquent sur ton outil de production, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et ben, merci beaucoup pour ce retour-là. Euh, Peut-être avant de passer à la suite, on peut rebondir sur la question de Rudy, qui était intéressante aussi, euh, qui, je pense, est un peu similaire, mais bien d'avoir votre vision et voir si l'approche était un peu différente entre vous deux. Rapidement, la question, c'était comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos premiers clients?
c'est un peu la question qu'on se pose toujours quand on démarre un cabinet, c'est comment on va faire pour grossir, pour grandir, pour commencer déjà à espérer vivre de son cabinet. Et vous avez quand même plutôt bien réussi pour le moment avec chacun 4-5 collaborateurs. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc comment vous avez trouvé vos premiers clients et peut-être en 2 mots, rapidement, quelle est votre stratégie pour essayer de développer la clientèle? Si tu veux, Thomas, prendre le relais. Allez, je prends le relais. En fait, nous, on est parti du principe qu'on voulait minimiser les risques, entre guillemets, au démarrage, parce que je pense que c'est ce qui fait peur. Du coup, on est parti avec l'ARE, donc le chômage, pour justement prendre le temps de développer la clientèle. Au final, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, vraiment plus rapide. Et c'est lié énormément, donc alors dans notre région, je sais pas si c'est duplicable, mais je pense que le meilleur atout, ça reste quand même le bouche à oreille. Les premiers clients ont été hyper satisfaits et au final, ça a tissé une toile qui nous a vraiment permis de développer notre clientèle. Il y a eu quelques apports aussi qui ont été faits par Penny Lane, hein, faut être transparent, qui mettent aussi le pied à l'étrier et qui créent aussi cette toile dans des zones géographiques qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on avait estimé aussi. On a été assez rapidement projeté dans Paris et aussi dans le sud de la France, alors qu'on est au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Du coup, ça, on s'y attendait pas. Ça permet d'aller voir le soleil un peu. En plus, ouais, on a à travers des visios du soleil. Mais non, non, effectivement, nous, c'est ce qui nous a bien propulsé. Donc, c'est beaucoup le bouche à oreille et aussi un peu d'apport de la part de Penny Lane. Donc ouais, en gros, bouche à oreille grâce à votre réseau perso, à vous deux, de Thomas, et les clients. Ouais, des premiers clients. Vraiment, c'est ce qui a fait. Et vous avez eu une action particulière avec ces clients-là? Vous leur avez dit, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou c'est d'eux-mêmes que ça s'est fait Alors, le mieux, c'est le naturel, bien évidemment. Après, forcément, dès qu'un client nous dit qu'il est satisfait, et je pose assez souvent la question pour corriger ce qui ne va pas et améliorer ce qui va bien. Ok. Le but, c'est de dire derrière, bah voilà, n'hésitez pas dans votre entourage. Et ce qui nous a beaucoup porté, c'est qu'on est assez porté technologie, comme vous avez compris. Ouais. Et sur tout ce qui est incubateur, etc., on a eu pas mal voilà, de bouche à oreille dans justement ce genre d'endroits qui peuvent regorger de clients. Ok. Donc très porté ouais, sur des créateurs, des porteurs de projets qui veulent se lancer et qui sont en phase avec vous sur la partie tech, quoi. Ouais. Et sur les levées de fonds, parce qu'on a une petite spécificité où on accompagne plutôt bien sur les levées de fonds. Et du coup, forcément, on en a fait 1, 2, 3 qui se sont bien passées. Et ça nous a permis d'être connus un petit peu sur cette partie-là. Ok, très clair. Cédric, de ton côté? Nous, on avait un réseau en fait, personnel qui nous a permis en fait, d'avoir nos premiers clients qui attendaient un petit peu qu'on ouvre, qui sont directement rentrés au cabinet. Un peu comme Thomas le disait, ces premiers clients ont été contents, donc forcément, on parlait de nous, enfin, on va dire, à leurs amis. Donc, du coup, ça permet aussi de tisser cette fameuse toile. Ensuite, on avait, comme je le disais, comme je l'ai dit plusieurs fois, on avait mis on va dire, le paquet, entre guillemets, sur la partie marketing pour en fait réactiver tous nos réseaux LinkedIn, etc., qu'on ne connaissait pas, enfin, avec qui on avait pu parler depuis un certain moment, juste leur montrer qu'on avait ouvert un cabinet et qu'on parlait de sujets qui pourraient les intéresser. Donc ça aussi, ça nous a permis de réactiver certaines pistes de prospects qu'on connaissait, mais qui sont devenus aujourd'hui, par exemple, directeurs administratifs de certaines sociétés ou même qu'on crée leur propre boîte, alors qu'initialement, ils travaillaient avec nous sur nos expériences passées. Et ensuite, comme le disait Thomas aussi, Penny Lane qui nous a bien aidé au départ sur l'acquisition client. Tout ça a fait que effectivement, ça va très vite. On était exactement dans la même situation que Thomas, dans le sens où on avait également l'ARE, donc on ne prenait pas vraiment de risque. Nous, avec François, on s'est toujours dit qu'on prenait 0 risque, dans le sens où on avait l'ARE, et au pire du pire, si on se plantait, du jour au lendemain, sur la région parisienne, on retrouve un travail. Et un travail plutôt bien payé. Donc j'ai envie de dire que le risque, il est vraiment moindre dans notre situation. C'est beaucoup plus dur, à mon sens, d'ouvrir une société, par exemple dans le BTP ou une start-up.
parce que, entre guillemets, s'ils se plantent, c'est plus compliqué de retrouver le niveau qu'ils avaient avant. Moi, avec François, on a considéré que si on se plantait, c'est pas grave. Aujourd'hui, sur Paris, le marché il est tellement tendu qu'en une semaine, on est en poste, quoi. Donc, C'est vrai. on ne prenait pas vraiment de risque. Voilà. On ne prenait pas vraiment de risque. Mais aujourd'hui, et maintenant, effectivement, aujourd'hui, nos réseaux perso avec François font qu'on rentre pas mal de dossiers qui correspondent un peu plus à notre image en termes de clients, on va dire qu'on est plus, on rentre de plus en plus sur du milieu market. Donc travaille beaucoup du réseau historique, anticipation, parce que si tu me dis que dès que vous avez démarré, vous aviez des clients qui étaient prêts à vous suivre, c'est au préalable, vous aviez déjà commencé à en parler avant de poser la plaque, on va dire officiellement, quoi. Oui, et après aussi apport Penny Lane. Alors, peut-être pour répondre rapidement à deux questions, Gaël qui disait tout à l'heure, j'entends que le client doit s'adapter au cabinet et non le cabinet qui s'adapte au client. Alors, je vais répondre pour Thomas et pour Cédric, et ils m'arrêteront si je me trompe. Je pense pas que ce soit ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a des process qui sont mis en place et une stratégie qui est mise en place par le cabinet sur la partie digitalisation. Donc un objectif vraiment de fonctionner de manière digitalisée et que si jamais les clients ne sont pas en phase avec ce mode de fonctionnement-là sur la partie digitalisation et sur la collaboration qui est mise en place, et ben effectivement, il vaut mieux ne pas travailler avec ce type de client-là plutôt que de s'adapter et de modifier toute son organisation en interne pour pouvoir collaborer avec un client qui n'est pas en phase avec la stratégie du cabinet. C'est plutôt ça, je pense, ce qui a été dit. Exactement ça. C'est la partie, on va dire, conseil et aide du client, bien sûr qu'on s'adapte au client. Sinon, le client ne serait pas satisfait. Si on fait le même process pour tout le monde, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment sur l'organisation interne, ne pas déboussoler son organisation personnelle. Et ne pas hésiter. Et moi, je pense, enfin, je suis assez en phase là-dessus, hein, c'est ne pas hésiter à pas imposer, mais à expliquer que c'est notre mode de fonctionnement au niveau organisation et process, et d'expliquer aux clients que si l'organisation et le process ne sont pas en phase avec l'organisation du client, et ben, peut-être qu'il vaut mieux qu'il aille voir quelqu'un qui s'adapte à son fonctionnement, qui va récupérer la boîte à chaussures toutes les semaines et qui va scanner tous les documents. Je caricature un peu, hein, je grossis très exprès, mais c'est un choix. C'est un choix stratégique. Donc ça c'était pour répondre. Et l'autre question qui a été posée par Irène sur pouvez-vous nous dire comment Penny Lane aide dans l'acquisition de nouveaux clients? Ça moi je le fais rapidement en deux approches. Il y a une partie où Penny Lane parfois accompagne des cabinets sur la partie apport d'affaires, les cabinets qui s'engagent complètement avec Penny Lane, qui fonctionnent bien et avec lesquels on collabore. Et la deuxième partie, c'est, et ça je pense que tous les deux, vous en avez un peu parlé déjà, c'est le fait d'avoir un outil qui est digital, où le client a une vision en temps réel si les éléments sont communiqués et que la compta est bien tenue. C'est un argument différenciant. Et moi, j'ai entendu plusieurs cabinets avec lesquels j'ai pu collaborer chez Penny Lane qui m'ont dit que le fait de mettre en avant une solution et de jouer sur le digital grâce à une solution comme Penny Lane, et il n'y a pas que Penny Lane, hein, mais c'est plutôt vraiment cette vision de dire je suis digitalisé et je t'accompagne pour, si tu le souhaites, pouvoir avoir des informations le plus fréquemment possible, c'est un argument qui rentre dans la balance quand on échange avec les clients, quoi. C'est ça, tout à fait. Et encore une fois, c'est une acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'en présentant un outil qui est déjà fini, qui est déjà travaillé, où il y a des centaines d'ingénieurs qui est derrière, ça permet de donner tout de suite de la crédibilité au cabinet, parce qu'en fait, ça instaure le sérieux. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu cette question, quoi. Enfin, en gros, Penny Lane, ou comme tu disais, Julien, un autre acteur similaire sur le marché, nous permet de nous mettre en avant, dans le sens où aujourd'hui, quand je demande pourquoi un client veut changer d'expert comptable, très souvent on me dit c'est parce que je n'ai pas mes chiffres au moment où je les veux. Et quand on leur explique que si eux, ils jouent le jeu, parce que c'est très important de le dire, ça, si eux, ils jouent le jeu à nous mettre les documents sur la plateforme en temps et en heure, qu'ils n'auront pas de gros décalage par rapport à la réalité et que surtout ne seront plus dépendants de nous, parce qu'ils peuvent sortir eux-mêmes les documents, les balances, etc. Ça fait une très grosse différence au moment où on discute avec le client. Peut-être je vois qu'il nous reste là 6 minutes au chrono. En deux mots, donc peut-être
pas sur le futur de la profession au global, parce que ce serait un peu long et je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Mais plutôt vous sur ouais, enfin, en gros, qu'est-ce qui vous a porté pour, dès le début, démarrer full digitalisation, full tech et proposer une offre un peu particulière aux clients, parce qu'on voit que vous avez un positionnement quand même où vous décidez quand même de mettre des barrières à l'entrée sur les clients avec lesquels vous décidez de travailler. C'était quoi vos convictions qui ont fait que vous avez décidé d'aller sur cette partie-là? Et peut-être sur la partie lancement, parce que c'est toujours des questionnements qu'on a quand on démarre. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez dire deux mots aux personnes qui sont aujourd'hui, qui réfléchissent à se lancer et qui se posent des questions? Qu'est-ce que vous leur diriez en deux mots sur ce début d'expérience que vous avez depuis un peu moins d'un an chacun sur la création de cabinet? Moi, je dirais juste qu'il faut oser, en fait. Il faut oser tout simplement et croire en ses propres comment dire, convictions. Et nous, ça a été de remettre l'humain au cœur. Alors, ça a l'air bizarre, mais de mettre l'humain au cœur des problématiques en s'appuyant sur la technologie. Ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. Et on a osé le faire. Et pour l'instant, je touche du bois, on en est très satisfait. Ok. Et nous, j'ai souvent une image que, d'ailleurs, on en a déjà parlé, Julien aussi, c'est que je considère quand on crée un cabinet, on est une forme de jet ski. C'est-à-dire que si on tourne à droite et qu'on se rend compte que le virage à droite n'est pas bon et qu'on tourne directement à gauche, ça prend 2 secondes. On n'est pas encore dans des tailles de structure, qui font que si vous décidez que vous utilisez le mauvais outil ou la mauvaise stratégie, avant de réussir à redresser le bateau, ça met 6-7 mois. C'est pas vrai. Nous, on s'est planté sur un ou deux outils. En une semaine, c'était réglé. On est 5 dans le cabinet. Enfin, ça va très vite. Et comme le disait Thomas, il faut oser. Et tant qu'on n'est pas, on va dire, un bateau de croisière, toute erreur est réparable très, très, très rapidement. Donc, du coup, il faut tenter des choses, même si ça se passe mal. Au pire, vous perdez 1 000 euros sur un an. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas non plus énorme par rapport à l'acquisition de clients que vous ferez quand vous serez installé. Ok. Et en deux mots, qu'est-ce que tu voudrais dire à des personnes qui hésitent à se lancer, qui se posent des questions et qui n'ont pas encore déposé leur dossier à l'ordre pour être inscrit au tableau et créer la structure? En 2 mots, lancez-vous. Hein, pour le coup, lancez-vous. Il n'y a rien à perdre, hein, ce que je disais depuis tout à l'heure. Enfin, il n'y a vraiment rien à perdre. Donc n'hésitez pas. Et pour le coup, nous, on s'amuse beaucoup, en tout cas avec François, sur la partie entrepreneuriat. Et pour le coup, on ne regrette pas du tout. Ok, canon. Peut-être rapidement, deux questions et après moi je finirai en 5 secondes. Rudy qui demande sous quelle forme juridique vous avez commencé? Tous les deux en SAS ou un en SARL, un en SAS? Moi, ouais, ça. Nous, Et j'ai toi pas aussi, entendu Thomas, Cédric? excuse-moi. Ouais, nous, on est en SAS avec Ouais, donc François, les deux en SAS. SAS. Ok, top. Ouais. Très clair. Et ensuite, alors il y a une question qui dit si c'est le client qui fait tout, quel type d'honoraire? Alors, le client ne fait pas tout, mais le client fait une partie. Et après, Le client, du coup, je me permets, Julien, le client, j'ai envie de dire, la seule différence, c'est qu'avant, il te donnait les documents dans un classeur quand il les rangeait bien et dans un sac poubelle quand il les rangeait mal. Aujourd'hui, il les met sur une plateforme digitale. C'est la seule différence. Et parfois, il peut même t'aider à renseigner quelques éléments en amont S'il le souhaite. Nous, s'il le perso, souhaite. on leur dit que Ouais, tout à fait. c'est vraiment comme ils le souhaitent. C'est en option. Ouais, complètement. Mhm. Et pour répondre peut-être à la dernière question sur quel est le prix de Penny Lane, et après il y a une autre question pour revenir derrière. Donc, bon, Penny Lane, vous avez un peu compris, plateforme qui réunit experts comptables et clients, avec un outil de gestion pour les clients et un outil de production pour les experts comptables. On a aujourd'hui, alors plus de 300 cabinets, le chiffre n'est même pas à jour, on a plus de 500 cabinets partenaires. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'on a une offre spécialement pour les créateurs de cabinets. L'idée, c'est qu'on veut vous accompagner à la fois sur une offre commerciale intéressante pour vous aider à tester,
comme l'ont très bien dit Thomas et Cédric. Donc vous aider à tester. Si vous n'êtes pas satisfait, il n'y a pas d'engagement, parce qu'on est convaincu que le meilleur engagement, c'est la satisfaction client. Ça, c'est un peu le maître mot chez Penny Lane. Et l'idée, c'est également d'avoir un catalogue d'offres partenaires qu'on va communiquer là à nos cabinets partenaires d'ici début mars, avec qui on a commencé à échanger pas mal, et essayer de vous faire un accompagnement sur des webinaires de cette manière-là, des contenus qu'on va communiquer, qu'on va publier, pour vous aider à débroussailler vous débroussailler un peu ce lancement qu'est la création de cabinets d'expertise comptable, quoi. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a ici le lien vers lequel vous pouvez, je crois qu'on va le mettre, si je ne me trompe pas, sur le chat, le lien vers lequel vous pouvez remplir un formulaire pour avoir accès à une démo et échanger avec une des personnes chez nous qui pourra vous accompagner sur le lancement de votre cabinet, pour les personnes qui veulent démarrer le cabinet. Et au niveau des autres événements, on va faire un prochain événement en mars, focus sur les leviers d'acquisition client. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le bouche à oreille, le marketing digital, est-ce qu'on passe par des partenaires, il y en a qui le font également. Donc, quelles sont les différentes possibilités et comment est-ce qu'on peut le faire? Et en juin, on va mettre en place un événement qui sera le premier fait par Penny Lane de cette manière-là, et on espère qu'on le fera le plus fréquemment possible après. C'est vous accompagner un peu sous la forme de ce qu'on appelle les Startup Weekend. On a récupéré ça de l'écosystème Startup. C'est en un jour ou 2 jours, voir comment est-ce qu'on peut créer son cabinet, quels sont les points clés, en fait, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui pendant 1 heure, mais là c'était sur un format très raccourci avec de retour d'expérience. Et là l'idée c'est que sur 1 jour ou 2 jours, on puisse avoir des ateliers, quelle stratégie commerciale adaptée, quelles sont mes compétences que je veux développer vis-à-vis de mes clients, quel type de clients je veux avoir, et que vous ayez la possibilité de le faire vous-même durant ce week-end de créateur week-end, et qu'on ait des intervenants qui vous accompagnent justement sur ces questions-là que vous n'avez pas forcément vous traiter de manière courante au cours de votre expérience, et c'est pour vraiment vous aider à vous lancer et pour qu'à la fin de ce week-end, ce soit un peu plus clair pour vous ce qu'il faut mettre en place comme positionnement, comme offre commerciale à proposer à vos clients, quel type de clients vous voulez avoir et un peu quelle vision vous voulez donner à votre cabinet, quoi. Donc ça, c'était pour finir. Tac, je crois que là, normalement, c'est tout. Des questions, ça, on en a déjà eu pas mal, donc c'est top, merci beaucoup. Le lien, vous l'avez. Et peut-être pour terminer, les 18h02, après, on va arrêter. Je vois qu'il y a déjà une bonne partie qui est partie. Il y a une question de Juliette qui dit quel budget pour démarrer? Est-ce que vous avez un budget en tête, vous, quand vous avez démarré? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, vu de toute façon, j'ai pas beaucoup de coûts, j'ai pas besoin de beaucoup de budget? C'était quoi la vision là-dessus? Nous, on a une vision un peu start-up là-dessus. On a été demandé un emprunt qu'on n'a jamais utilisé d'ailleurs, pour sécuriser, de 50 000 euros pour être transparent. Et le but, c'est de dire on a la capacité d'avancer vite. Et je pense qu'en fait, on ne voulait pas avoir de limite sur le financier. Ok. Et nous, on était à peu près dans la même optique. On n'a pas fait d'emprunt, mais on avait déjà, on va dire, 50 000, plus ou moins, de 50 000 euros d'honoraires déjà signés au moment où on s'est installé une semaine après. Qui vous facilite le lancement, quoi. Qui facilite le lancement, et par contre, on les a réinvestis direct, quoi. Ok. C'est pas quelque chose qu'on a gardé sous le matelas. Très clair. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cet échange sur la stratégie de lancement, vos premières galères, vos questionnements clés. C'était très intéressant. Je pense que les gens qui nous regardent ont beaucoup apprécié cet échange et que ça pourra leur servir pour le lancement ou pour le développement du cabinet, s'il y en a qui ont déjà commencé à lancer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense, à contacter Cédric ou Thomas. Je vous envoie la balle directement via LinkedIn ou autre, ou même à me contacter moi sans aucun problème. De la même manière, sur LinkedIn, on répond avec grand plaisir. Pas de problème. Donc, très bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire en mars sur les leviers d'acquisition client. À bientôt. Merci. Au revoir, merci.